Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de retours très positifs dans les commentaires, donc merci à tous ceux qui laissent des commentaires, ça permet un petit peu de booster le référencement et également qui like. Vous êtes des centaines à liker les vidéos des rois du Bitcoin, donc merci infiniment pour ça, ça permet à booster l'algorithme de YouTube et de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes qui potentiellement seraient intéressées pour prendre un petit peu de recul, notamment sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. On va pas forcément parler hyper détail au niveau du Bitcoin. Je reprendrai juste Link et Ada, on me l'avait demandé, notamment Kevin qui me l'avait demandé. On regardera FET aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo crypto explosif, etc. Regardez FET, ça peut faire des trucs intéressants. Je crois que ça a pumpé 30 ou 40% dans la journée, enfin d'hier, je trouvais ça intéressant, on va le reprendre ensemble. Et on reprendra le narratif, ce qui se passe autour de l'inflation. Parce que peut-être qu'on est en train de regarder quelque chose qu'il ne faut pas forcément regarder sous cet angle-là, et j'aimerais vous le montrer d'un angle différent par rapport à des narratifs qui s'étaient déjà produits dans le passé, qui étaient beaucoup plus violents, et que le marché a réagi de la façon parfaitement contraire de ce que la majorité attendait. J'aimerais qu'on en parle ensemble, et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description. À l'intérieur, une documentation, venez la télécharger. C'est 18 pages. C'est une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. J'utilise moi personnellement depuis plusieurs années. Ça m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le moyen long terme, voire très long terme, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés plus traditionnels. Je suis également investi sur les marchés actions. On parle Bitcoin très rapidement, on l'avait vu ensemble, hein. C'était pas du tout une surprise. Après cette résolution de ce petit range ici entre les 20 500 ou 20 600 $, et les 19 500 $, continuation baissière. Ok, on le subit, on le constate, aucun problème avec ça. Et puis maintenant, il faut que le cours en fait le digère, tout simplement. Donc c'était peu probable qu'il y ait des forts mouvements de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faut qu'on digère en réalité, on va potentiellement retravailler sur un nouveau range, on regardera des divergences, potentiellement des résolutions, des confirmations, que ce soit sur Ichimoku Kinkoyo, etc. On a fait une jolie vidéo hier d'ailleurs sur Ichimoku Kinkoyo, vous avez été très nombreux. Encore une fois, à me remercier par rapport à ça. Je suis curieux de voir si Karen voudrait éventuellement répondre à mon analyse ou à mes prédictions. Ce serait intéressant de le savoir. Si vous êtes en contact avec elle dans les commentaires, on pourrait éventuellement lui mettre un commentaire sous sa vidéo. À voir, réponse, roi du Bitcoin, point d'interrogation. On est en train de travailler les supports, jusqu'à preuve du contraire. Donc les supports sont maintenus, ce sont des supports dits historiques. Ils datent depuis juin 2022, donc c'est pas rien. Il y a eu quand même du travail au sein d'un énorme range entre les 17 700 $ et les 25 000 $. Voilà, au moins c'est ce qu'on voit. Le plus probable, qu'est-ce que c'est maintenant par rapport au contexte du marché, au narratif qu'on est en train d'avoir sous les yeux, donc les choses qu'on sait, pas les choses qu'on pense savoir ou qu'on aimerait avoir, on est en train potentiellement de racheter les bas de range pour vendre les hauts de range. Ni plus ni moins. Le narratif, il est là. Très bête et discipliné au niveau de l'analyse technique. On va chercher des bas de range, on vient chercher des poches de liquidités complètement évidentes, on est venu chercher ces liquidités. Maintenant, range trader, le carrosse est devant vous. À vous de jouer. Ça, c'était la première chose. Également, côté total market, je l'avais noté, quelque chose de très intéressant. On va reprendre ici avec notre moyenne mobile en 200 périodes. En weekly, on est en train de revenir grind un petit peu cette moyenne mobile en 200 périodes. C'est très chirurgical et j'aime beaucoup les choses qui sont chirurgicales. Donc on peut venir un tout petit peu plus bas, bien évidemment, mais on est en train en fait de travailler cette fameuse moyenne mobile qui fait office de support. On avait fait ce parallèle entre Ethereum, Total Market et Bitcoin. Bitcoin est en dessous, mais le Total Market, qui aujourd'hui est un petit peu favorisé par rapport à Bitcoin dans son entité pure, puisqu'il est plutôt délaissé aujourd'hui Bitcoin, très peu de news autour de lui, très peu d'intérêt autour de lui, plutôt par rapport à Ethereum, vis-à-vis de The Merge, évidemment. On ne va pas y revenir, on a parfaitement compris les enjeux qu'il y avait derrière cet événement fondamental qui devrait bouleverser d'un point de vue extrêmement profond et énormément de projets autour de la blockchain Ethereum, la plus représentative du marché d'un point de vue smart contract, pas forcément en termes d'adoption, évidemment. Donc on est en train de grind cette moyenne mobile 200 qui fait office de support, elle peut parfaitement tenir, et dans l'historique, on l'avait vu, hein, ça avait parfaitement tenu, ici ça avait tenu, ici ça avait tenu, et ici on avait clôturé en dessous, et on était très vite revenu au-dessus. C'était un contexte de marché par rapport au crack Covid. Pour celles et ceux qui y étaient, c'était une douleur atroce. On avait cassé en réalité des supports et des bottoms qui avaient complètement été validés avec des tout petits W weekly ici, avec un magnifique rallye, mais la technique reprend ce droit en réalité. Vous allez chercher juste une zone de rechargement de vente logique ici, pile sur les 0,618, et on rejette très violemment. C'était juste avant le Covid. Mais on en parlait en fait, c'était pas le Covid est arrivé le lendemain. Ça faisait déjà plusieurs mois en réalité qu'on parlait du Covid en mars, et puis on avait déjà, Agnès Buzyn, en France notamment, avait déjà parlé du Covid en janvier.
même un tout petit peu avant ça, rappelez-vous. Bon, c'était plus le Covid ne viendra pas sur nos frontières, mais on avait vu, en réalité, il y avait beaucoup d'informations qui venaient et qui disaient on a déjà vu un cas en Italie, un cas en Espagne, un cas en France, le premier cas en France, etc. Et là, le marché, il s'est emballé, et puis il a craché, parce que dans le doute, en réalité, on craque les marchés financiers, ni plus ni moins. Je reviens un petit peu dans le passé, on le voit plus, mais ça a gragné très très bien au niveau de notre moyenne mobile de 100, ça faudra plutôt voir au niveau de l'index du Bitcoin, vous pouvez le représenter, c'est plutôt bien représenté au niveau de notre moyenne mobile de 100. Ça, c'était extrêmement important. On continue avec là où je voulais vous amener, et je voulais faire plutôt dans cette vidéo de ce matin, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter le matin dans les transports en commun, etc. On va faire un tout petit tour au niveau de l'inflation. Bon, actuellement, le narratif, on le connaît. La direction, on la connaît. Tous les marchés financiers, tous les opérateurs de marché ont les yeux sur une seule chose, c'est l'inflation. Si on arrive à, entre guillemets, baisser l'inflation, donc on aura le CPI le 13, donc c'est très bientôt, dans une semaine, ce sera potentiellement un catalyseur supplémentaire par rapport au marché. Dès lors, les catalyseurs, on les a. Discours de Powell, au niveau de la Banque centrale américaine, potentiellement le discours de Christine Lagarde, donc ce sera aujourd'hui, on verra bien si ça a une réelle influence, mais plutôt sur les marchés européens, donc CAC 40, etc., DAX, peut-être un tout petit peu moins sur les marchés de Wall Street. Pourquoi ? Parce que Wall Street se fiche de tout, sauf de son propre marché, il faut le savoir. Donc ce qui se passe en Europe, ça n'intéresse pas beaucoup les opérateurs de marché, ou d'une façon extrêmement infime, si vous voulez. Donc inflation, discours de Jérôme Powell, FOMC, et c'est à peu près le narratif aujourd'hui et l'histoire qu'on se raconte pour essayer d'avoir des catalyseurs francs qui sont respectés et qui sont pris par le marché. Dès lors, on a des informations qui sont passées il y a quelques jours. États-Unis, trop tôt pour dire si l'inflation culminait selon les responsables de la Fed. Donc ça a été une présidente de la Fed, notamment de Cleveland, où un point de vue actuel est qu'elle sera nécessaire de relever les taux de directeur jusqu'à un peu plus au-dessus de 4% au début de l'année prochaine, donc début 2023, et de les maintenir à ce niveau-là. On lit ensemble, un peu au-dessus des 4%. Or, le consensus, déjà, il n'y est pas aux 4%, il est plutôt un petit peu en dessous et de les tenir. Ici, on revient sur des niveaux au niveau de consensus pour des augmentations de taux à 0,75, 80%. On était à 53% encore hier, on est revenu sur 80% en fonction des narratifs, en fonction des discours de nos représentants, notamment de banque centrale, qui parlent beaucoup, et c'est plutôt intéressant pour les marchés parce qu'ils savent très bien ce que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude et découvrir les choses. Le marché anticipe tout avec les informations qu'il a à l'instant T. Et le marché navigue en fonction. Donc on est en train de placer actuellement, notamment sur les S&P 500, nos indicateurs, notre prix, ou en tout cas notre indice, exactement sur des supports. Ni plus ni moins. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça en réalité. On est actuellement en train de travailler, j'en ai juste ça, sur des supports, ils sont en train d'être ravalés. Ces supports, ils sont en train d'être rachetés. Donc c'est exactement ce qu'on attend. Ni plus ni moins. Alors, actuellement, il n'y a pas de narratif court terme qui va dire, voilà, je sais, ça va faire ça. Mais non, on ne le sait pas si ça va faire ça, puisqu'on n'a pas encore les catalyseurs. Et le marché attendra ces catalyseurs-là. Le marché, c'est sûr que ça va faire ça. Mais on n'en sait rien. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on devrait avoir ? Les chiffres de l'inflation. Et ça, on peut potentiellement aller les chercher de façon extrêmement pragmatique sur Trading Economics. Et on regarde par rapport à une courbe, c'est que cette courbe commence à décliner. Elle n'a pas décliné pendant 6 mois. Elle a décliné juste 1 mois. Le consensus était à 8,7. Le consensus avait anticipé un déclin. Et la réalité de juillet, c'était 8,5. Maintenant, on va attendre celle du mois d'août. Et on l'aura le 13 septembre. Actuellement, on n'a pas de consensus. On sait qu'il y a un précédent, 8,5, mais le consensus n'y est pas. Dès qu'on a le consensus, à ce moment-là, on aura potentiellement des directionnels, des mouvements de volatilité sur les marchés financiers. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc le marché ne va rien faire. Il s'est juste posé sur des supports. Par rapport à quoi ? Par rapport au discours de Jérôme Powell, qui a expliqué de façon extrêmement limpide que ça devrait durer un petit peu plus longtemps et que l'économie, quitte à la mettre un petit peu sous le tapis, notre priorité, c'est l'inflation. Dès lors, si on regarde les marchés financiers aujourd'hui, et depuis la crise de 2008, sont très soumis en réalité aux décisions de la Banque centrale américaine, à ce moment-là, il faut plutôt regarder dans cette direction-là, et pour l'instant, on ne l'a pas. Ok ? Ça, c'est super important. Par contre, on peut aller chercher, en fait, ces informations-là. On peut aller les chercher de façon extrêmement simple. Je ne sais plus où est-ce que c'était, où j'avais vu ça. Juste ici. J'avais trouvé ça chez Darwin, qui avait fait une vidéo très intéressante de retour de ses congés, et puis il nous avait montré ça, et je trouvais ça très intéressant de le reprendre dans cette vidéo, par rapport, alors je vais aller beaucoup plus vite, par rapport à la didactique,
si vous voulez, l'inflation, c'est 4 grandes familles. Si vous voulez, 4 grandes catégories. 1, les services. 2, les biens. 3, l'énergie. 4, la nourriture. Et avec ça, vous arrivez en fait à décortiquer l'inflation et d'essayer d'anticiper des courbes inflationnistes ou déflationnistes. Ici, au niveau de l'alimentation, on voit que ça augmente de 1%, 1,2, 0,3, 1, 1,3, 0 en juillet. Donc la moyenne, grosso modo, c'est 10,9 d'augmentation depuis les 12 derniers mois non linéarisée. Hein, d'accord, c'est vraiment une courbe sèche des 12 derniers mois, 10,9. Ensuite, vous avez tout ce qui est énergie, donc vous avez les grandes catégories ici, vous retrouvez, hein, c'est le site, c'est belgov, c'est très simple à retrouver ce site, hein, tout est disponible bien évidemment sur Internet. Après, vous avez les coûts de l'énergie, vous avez également tous les biens, tous les services, tous les transports médicaux et après en sous-catégorie. En réalité, ce qui nous intéresse principalement ici, c'est au niveau des coûts de l'énergie, parce que pour moi, et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les coûts de l'énergie, et l'énergie en particulier, a un lien direct sur les services et a un lien direct sur les biens de la grande consommation et notamment sur la nourriture. Parce que tout n'est qu'énergie. Donc énergie égale, c'est pour moi la catégorie reine, si vous voulez, au niveau de cette courbe d'inflation. Donc on va le reprendre ensemble. En réalité, objectif de la Fed, repasser à 2%. C'est ça le discours de Jérôme Powell. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre, c'est que l'objectif de Powell, c'est de renvoyer l'inflation ici. Vous comprenez bien qu'en 2 semaines, ça ne va pas se faire. Ce serait éventuellement compliqué. Mais on peut aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'énergie. Si on prend par exemple UK-Wall, j'aime bien vous montrer l'UK-Wall par exemple, et ça permet d'anticiper en réalité potentiellement un CPI. Après, vous prenez votre décision et vous choisissez votre camp, hein, toujours pareil. On va se mettre en mensuel, on déprécie encore, on vient de passer sous les 90. Intéressant. Donc je ne l'ai pas vu beaucoup passer, mais je trouve que c'est une information extrêmement importante. On est en train de très fortement retracer. Alors que ça ne va pas dans le narratif très court-termiste. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des news comme quoi les pays de l'OPEP allaient diminuer de 100 000 barils jour par rapport à leur production. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent conserver des prix hauts. Et oui, c'est plutôt un pied de nez par rapport aux pays occidentaux. Bah ça marche pas. En réalité, c'est le contraire de ce qui est en train de se passer, malgré une toute petite baisse au niveau de la production, au niveau des livraisons ou de la production des barils, et ben le prix en fait retrace et continue sa chute. C'est pas très joli ce qu'on est en train de voir. Ceci n'est pas bullish en réalité. On est dans un fort retracement actuellement. Et on est en train de faire quoi ? Et ben en mensuel, des hauts toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. On est en train de mettre en place une dynamique tendancielle baissière actuellement sur l'UK-Wall. Et l'UK-Wall, donc le prix du baril ou le Brent américain, est directement corrélé à l'indice du CPI américain. Et par rapport au mois dernier, il y a une forte baisse. On est passé à 95 par rapport à la clôture du mois d'août. Donc c'est ça qu'on va regarder en réalité dans les chiffres de l'inflation. On peut dès lors éventuellement prendre du recul et se dire, est-ce que cette inflation sera ou pas plus haute que le mois dernier ? Bah, si on prend en fait une forte diminution au niveau des coûts, notamment des matières premières et notamment du brut, du baril, eh ben on peut partir du principe dans la catégorie énergie, ce sera fortement baissier. Ok ? Tout simplement. L'essence, pour les Américains, c'est extrêmement important. Et on voit en fait, depuis quelques semaines maintenant, une forte diminution au niveau du coût du gasoil, ou du coût du fuel, si vous voulez, pour le mettre dans les voitures, ou de l'essence, aux États-Unis. Il y a une forte diminution. Au niveau de l'average, on avait dépassé les 5 au niveau de la moyenne, et on est repassé sous les 4, 3,7, jusqu'à preuve du contraire par rapport au mois dernier. Ce qui est plutôt positif, et ça continue à descendre à la pompe. Et il n'y a pas d'aide gouvernementale, jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important pour relancer, entre guillemets, en tout cas, redynamiser la confiance des ménages. Et vous avez vu par rapport, notamment en France, ça a beaucoup passé par rapport à la confiance des ménages, a fortement augmenté par rapport à la réduction de 30 centimes, notamment sur l'essence. Le fait qu'on ait des aides comme ça ou des subventions, même si ça coûte de l'argent, et c'est de la dette en plus, hein, je ne dis pas complètement le contraire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'impôt futur, ça permet en réalité de rassurer les ménages. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'on va aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qui s'était passé, et c'est beaucoup revenu, notamment dans le discours de Jérôme Powell, par rapport à notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est lui, Volcker, exactement, Paul Volcker. Il en parlait d'ailleurs Darwin dans sa vidéo. Et c'est très intéressant, mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin que lui. En réalité, ce qui s'était passé dans les années 80, c'est que ça n'allait pas au niveau de la Fed, ils avaient été relativement en retard, même si on pense qu'aujourd'hui ils ont été en retard, pour l'augmentation des taux et que la BCE est encore plus en retard. En réalité, non, ça suit plutôt une courbe relativement logique par rapport à mon sentiment, hein, et c'est purement mon raisonnement et très personnel. Volcker, en fait, avait doublé et avait augmenté à 20% les taux directeurs de la Banque centrale fédérale américaine. C'était en 81. On va regarder ensemble, en réalité, ce que ça représente.
Et c'est ça, en réalité, qui est intéressant. C'est bien d'éventuellement de dire les choses et de balancer des discours. Je dis pas complètement le contraire, et Powell, tu as probablement raison, mais regardons ce qui s'était passé lorsqu'il avait en fait augmenté de façon extrêmement massive les taux. Ça veut dire que l'inflation était à 9%, les taux directeurs étaient à 20%. Là, vous me dites, c'est intéressant. Là, je vais mettre mon argent peut-être dans des taux directeurs, parce que c'est clairement de la sécure monnaie. Si vous voulez, je suis quasiment sûr que l'État américain, en l'espace de 10 ans, va me vendre mon argent en obligataire. C'est peut-être moins vrai pour les entreprises qui tendraient à faire faillite, c'est peut-être moins vrai pour Bitcoin. Vous imaginez bien, avoir une vision aujourd'hui à 10 ans à Bitcoin, c'est quand même assez fou. Donc je me dis que, bon, ok, là, c'était plutôt peut-être intéressant, en tout cas, c'était un bon coup pour les capitaux, d'aller en direction et sortir des marchés à risque, entre guillemets, pour aller en direction des marchés obligataires. Mais regardez ce qui s'est passé en réalité. On a pris une correction très molle. C'est pas une très forte correction qu'on avait pris. Et on était parti d'un nouvel ATH. Bah oui, la Banque centrale était un petit peu... Alors déjà, il n'y avait pas d'ingérence au niveau de la Banque centrale américaine. On rachetait pas les titres. C'est qu'à partir de 2008 qu'on a commencé les quantitative easing. Mais en fait, l'impact sur les marchés d'une très forte hausse n'a pas fait vaciller les marchés de moins 50%. C'est pas vrai. En réalité, ça a été mal pris par le grand public, ça a été mal pris par d'ailleurs beaucoup des gens de la Banque centrale américaine à l'époque, mais en réalité, les marchés ont plutôt bien résisté à cette énorme augmentation au niveau des directeurs. Le message que je suis envoyé en réalité, c'est que du jour au lendemain, votre taux de crédit, c'était 25% en fait par an. Donc aujourd'hui, crédit égale croissance, parce que crédit égale investissement. Donc si on fait des investissements, si on a l'argent pas cher, ou si on a des faibles taux, on emprunte plus pour pouvoir dépenser plus. C'est ça un petit peu l'idée, si vous voulez, aujourd'hui. Bon, finalement, on a digéré le truc, et quelques mois plus tard, très rapidement en réalité, on refaisait un nouveau ATH. Nouvel ATH sur le S&P 500. Ici, je l'ai mis ici parce que Warren Buffett avait beaucoup acheté à ce moment-là, et notamment des actions Coca-Cola, etc. avait beaucoup acheté des actions ici dans les années 74-75. Et bref, reprenez du sort, je trouvais ça très intéressant. Là, il y avait un gros paquet de thunes de Warren Buffett. Ici, c'est là où il a commencé à mettre beaucoup d'argent dans les marchés financiers. Ou ça dans les cracks, ni plus ni moins. Vous savez, c'est moins 50%, c'est peut-être une opportunité, il faut y aller, il ne faut pas laisser passer le train. Et puis après, vous avez eu beaucoup d'ingérence au niveau de la Banque centrale américaine à ce moment-là, des taux qui n'avaient pas... difficile de contrôler l'inflation était à 9, 12, 15%, etc. C'était très difficile pour les Américains entre les années 74 et les années 80, malgré qu'on parle des 30 glorieuses, parce qu'il y avait beaucoup de croissance, certes, mais il y avait aussi beaucoup d'inflation, beaucoup d'inégalités. Évidemment. Donc ça a été repris relativement bien par le marché. Pourquoi ? Parce que ça a mis un coup d'arrêt à la croissance, l'inflation est descendue, et on avait une visibilité. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui en réalité. Ne nous y trompons pas, on a de la visibilité. On sait quand les taux vont remonter, parce qu'il y a les FOMC, on sait quel est l'objectif de Jérôme Powell, et grosso modo, on sait que c'est à peu près sur un an. Un an glissant depuis mars. Donc on sait que peut-être que d'ici mars 2023, donc le fameux deuxième trimestre 2023, on devrait avoir potentiellement, pas une décélération, pas forcément une décroissance au niveau des taux directeurs de la Banque centrale américaine, mais c'est ce qu'on pourrait entrevoir. En tout cas, il n'a pas dit que ça n'allait pas être ça. Donc ça permet de donner de la confiance et de la crédibilité au niveau de Jérôme Powell, jusqu'à preuve du contraire. On va aller un tout petit peu plus loin, malgré que cette idée en fait de revenir sur un taux d'inflation à 2% cassera nécessairement la demande, mais ça doit revenir en réalité par rapport au fondamental. Je le dis très souvent dans les vidéos d'héros du Bitcoin, et j'aimerais vraiment qu'on consacre cette vidéo là-dessus, c'est que le fondamental rattrape très souvent la technique. Et je vais être un petit peu à contre-courant par rapport à ce qu'on pense aujourd'hui et par rapport à ce que je retrouve beaucoup dans les médias mainstream et traditionnels et les médias spécialisés. C'est aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe, et vous devez le savoir si vous regardez un petit peu dans les pays, notamment comme le Sri Lanka, notamment comme l'Argentine, notamment comme le Liban. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des fortes inflations dans les pays ? Eh bien, la population, en réalité, achète vite. Achète vite. Pourquoi ? Parce que peur que de l'augmentation des prix. En somme, quand on est dans une période d'inflation, on achète mieux, on n'achète plus n'importe quoi, on achète mieux, mais vite. C'est ça qui est important. Et le fondamental de ces marchés financiers, pas forcément crypto, mais plutôt marché traditionnel, et on voit que c'est très corrélé et que ça lead beaucoup au niveau des marchés crypto, et c'est pour ça que je pense que le marché crypto repartira avec un temps de retard, mais plus vite et plus fort. Donc un petit temps de retard, les confirmations sur les marchés crypto seront un tout petit peu retardées par rapport au marché traditionnel, mais ça repartira beaucoup plus fort. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en réalité,
le vrai problème qu'on pourrait avoir par rapport à ce fondamental, c'est ceci, en réalité. Ni plus ni moins. N'allez pas chercher plus loin au niveau des fondamentaux. L'objectif des marchés financiers, ou l'objectif d'une entreprise, c'est sa capacité à générer du rendement. En gros, à payer des dividendes. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, j'achète une action 10, j'aimerais qu'elle me découpe à la fin de l'année 10% de dividendes ou 12% de dividendes. Voilà. Alors, ou pas, ça peut être aussi une croissance par rapport à des résultats, par rapport à des investissements, et puis après, il faut regarder au niveau des conseils d'administration, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Soit elle te donne de la croissance, soit elle te donne du dividende. Et puis après, vous faites votre choix et vous faites vos ratios de PER. Il est là le fondamental. Et en réalité, dans une période inflationniste, pas forcément très élevée, mais une période inflationniste, les gens achètent mieux, mais plus vite. Ils consomment plus vite. En somme, l'iPhone 14 va peut-être arriver d'ici quelques semaines, beaucoup plus cher. Oui, ça a pris l'inflation. Mais qui te dit que ça ne va pas encore plus prendre de l'argent avec les prochaines livraisons, parce que l'inflation en fait est potentiellement galopante. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire ? En réalité, donc plutôt bon pour les résultats des entreprises, c'est plutôt ce que ça veut dire. Ça veut dire que le public achète plus vite, même si mieux, mais achète et ne conserve pas son cash. En réalité, nous, investisseurs, nous, potentiellement traders, on va essayer de regarder où est-ce qu'on met notre argent. Comment on fait pour mettre de l'argent et du rendement. Mais il y en a qui n'ont pas d'argent de côté. Il y en a qui ont juste leur loyer et leur salaire à payer. Enfin, ils ont leur salaire, ils payent leur loyer, ils serrent les fesses pour ne pas payer trop cher le loyer, pour pas que ça augmente trop. Et puis après, ils vont dépenser leur argent. Mais dans la mécanique, ils le dépensent vite. Parce qu'ils ont en réalité peur que ça augmente trop vite au niveau des prix. Et c'est ce qui se passe notamment en Argentine. En réalité, le 3 ou le 2 du mois, regardez les magasins en Argentine, vous avez des vidéos qui tournent beaucoup sur Internet, il y a des queues de plusieurs centaines de mètres, parce que les gens vont très très vite faire les courses, à la peur en fait que ça re-augmente les prix le lendemain, ou le surlendemain. Ok ? Ça, c'était super important. À l'inverse, donc le narratif, le fondamental, c'est ceci, ce sont les résultats des entreprises. Et je pense qu'on peut être surpris au mois de novembre prochain, parce que les prochains quarters, c'est au mois de novembre, qu'on sera extrêmement surpris au niveau des résultats des entreprises. On aura des avant-gardes, on sera prévenu avant. Il y a Apple, il y a Meta, il y a Facebook qui va nous dire un petit peu comment ça se passe au niveau, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est au-dessus des attentes. Donc le marché va s'équilibrer par rapport à ça. Donc les news seront pricées. On sera plutôt dans les attentes. Mais je pense qu'on pourrait avoir des bonnes surprises. À l'inverse, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est ça, en réalité. C'est pourquoi Hollande et Valls s'inquiètent du risque de la déflation. Rappelez-vous, c'était en 2014, 2015, je ne sais plus, voilà, 2014, août 2014. En réalité, la vraie peur, c'était pas l'inflation. La vraie peur, c'était la déflation. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la déflation incite à ne plus bouger. En réalité, les prix baissent, et comme les prix baissent, vous dépensez pas maintenant parce que vous attendez que ça baisse encore plus. L'idée de faire une bonne affaire, en réalité. Vous n'allez pas acheter votre bien immobilier maintenant. Parce que vous savez que ça va baisser peut-être dans 3 mois. Par contre, si vous êtes dans une inflation grandissante au niveau des prix de l'immobilier, vous êtes peut-être en train de chercher un terrain actuellement ou acheter une maison. Vous voyez, alors ça stagne plutôt par rapport au prix des crédits d'immobilier qui sont un petit peu plus compliqués à obtenir actuellement. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est un tout petit peu plus compliqué. En réalité, on avait plutôt tendance à accélérer les ventes de biens immobiliers pour essayer de l'avoir vite parce que les prix augmentaient vite. Et pour toutes celles et ceux qui ont acheté leur maison il y a 5, 7, 8, 10 ans, vous avez fait une jolie plus-value. Avec des taux relativement bas. Oui, parce qu'en fait, c'était galopant. Maintenant, demain, on fait le sens contraire. Est-ce que vous allez acheter une maison alors que vous savez que ça perd 3% par mois ou 3% tous les 3 mois ? Vous attendez. Jusqu'à temps qu'on arrive sur un plateau. Donc, vous ne bougez plus. Et vous cassez la croissance. Si vous cassez la croissance, ça impacte directement le résultat des entreprises. En somme, en déflation, les gens achètent moins et plus tard. Alors que pendant les périodes d'inflation, les gens achètent mieux mais plus vite. Vous voyez, vous me suivez ? Et c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait attendre vis-à-vis des résultats des entreprises, qui représentent ni plus ni moins que le fondamental. Je vous prends juste Apple. Je suis retombé là-dessus, ça me fait toujours rire. Donc c'est acheter à fond de l'Apple. Tous les analystes s'accordent à le dire, notamment sur Boursorama. Acheter de l'Apple, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est une action, elle ne file pas de dividendes, cette action, quoi. Ça file que dalle, ça file 50 centimes par an, ce truc. Voilà, ou 0,50% de dividendes. Pourquoi ? Parce que la promesse de Apple, c'est un nouveau paradigme de croissance infinie. Achetez de l'Apple parce que c'est infini, les rendements sont infinis. Allez-y, vous pouvez y aller. Et ça ne va faire que monter, jusqu'à temps que ça monte plus.
Bon, est-ce que l'iPhone 14 est bien? Gros point d'interrogation. Beaucoup de détracteurs d'iPhone sur le Discord. Je vois pas mal passer de trucs sur la taverne du blabla. Je trouvais ça très intéressant. Mais voilà. En tout cas, le narratif d'Apple, bah, c'est tout simplement ok, hein, on y va. Et on en parlait hier avec Warren Buffett. Est-ce que oui ou non, c'est intéressant d'acheter ici des actions Apple? Ou si on rentre éventuellement dans un mauvais narratif, où les gens ont de plus en plus de mal à se payer les iPhones, donc les résultats de l'entreprise ne seront pas bons, où va aller entre guillemets l'action Apple? Bah, probablement sur les 90, 100 dollars à peu près, ou 70 dollars. Alors c'est difficile de payer des dividendes quand on rachète ses actions. Et il y a un vrai mécanisme de rachat d'actions chez Apple, notamment. Difficile de payer des dividendes. Mais c'est la promesse qu'on a. On sait que si on achète une action Apple aujourd'hui, elle va peut-être prendre 10, 20 ou 30% dans les 5 prochaines années. Et beaucoup aujourd'hui se disent, les dividendes on ne veut plus, nous ce qu'on veut c'est du rendement. Et c'est de la croissance de l'action. Alors pour ceci, je vais plutôt moi me diriger vers ce type d'actif. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'en veut. On est dans des belles zones de rechargement d'achat actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant. C'est dire qu'il faut suivre sa stratégie. Mais partez du principe que les planètes s'aligneront d'abord sur les marchés traditionnels et ensuite probablement sur les cryptoactifs. Mais il faudra être prêt. Ce que je veux vous dire par là, je ne veux pas vous induire en erreur ou j'ai pas envie de vous faire acheter tout et n'importe quoi. Mais dans l'idée, quand on parle en fait du narratif qui se met en place, ça veut dire ça en réalité. Voilà. Je pense personnellement que nous sommes sur des bottoms de marché. Après, c'est libre à vous de suivre ou de ne pas suivre. Ça ne veut pas dire que je ne garde pas aujourd'hui 50% de cash pour en racheter beaucoup plus bas, parce que je ne connais pas l'avenir. On l'a vu en début de la vidéo. Donc c'est ici, les planètes commencent à s'aligner. On vient, par rapport à Ichimoku Kinkuyo, par un petit truc d'hier, on passe par le petit passage secret ici, un coup de pioche là-dedans, et on continue. Hop, derrière, on va ici. On a déjà pris à peu près 20, 25%, 30%. Je sais pas trop, par rapport à maintenant, hein. Par rapport à hier, voilà, 30, 35%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le narratif, on arrive au mois de novembre. Sauf que peut-être que les résultats d'entreprise seront très bons, puisqu'on a déjà commencé à les pricer. Bon, bah résolution haussière, parce que le monde, entre guillemets, est baissier, on arrive à l'hiver, il y a toujours, en fait, sur les médias traditionnels, qu'on vous explique que ça va être difficile et que vous baissez d'1 degré votre chauffage, alors que tout est à bloc au niveau des gaz, etc., il n'y a pas de problème, et de toute manière, on achète du gaz russe à l'intermédiaire de l'Asie. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout se passera probablement très bien cet hiver, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas, en fait, faire des efforts. Je ferai probablement des efforts, je baisserai ma climatisation, et on coupera un écran sur les deux. C'est pas très grave. Mais dans l'idée, soyons cohérents, on va pas rentrer en austérité, c'est pas prévu, en tout cas c'est pas le chemin que ça en prend, et le narratif sera quand même extrêmement baissier, sauf que le narratif sera baissier, et c'est après sur ces niveaux de prix qu'on va commencer à se dire, ok, bon bah là c'est haussier, c'est pas forcément haussier en réalité, c'est pas forcément haussier, parce qu'à ce moment-là on pricera les news avec des taux directeurs extrêmement hauts, et ça ne dérangera probablement pas Jérôme Powell si l'inflation n'est pas maîtrisée, et on va le voir très rapidement, hein, puisqu'on a déjà en fait des baisses au niveau des hydrocarbures qui commencent déjà à se faire ressentir dans l'inflation. Donc l'inflation sera probablement un tout petit peu en dessous par rapport au mois dernier, notamment par rapport au CPI, et c'est ce qui va en fait traver le truc. La question c'est, est-ce qu'on arrive ou pas sur les 2%? Parce que l'objectif de Jérôme Powell, c'est les 2%. Qu'est-ce qu'on fait si on reste à 4? Ou si on reste à 3,5? Bah peut-être que le narratif va commencer à partir comme ça, on sera trop agressif, les taux d'emprunt seront trop élevés, on va donc moins consommer, moins acheter de bagnoles, moins acheter de terrain, moins acheter de maisons, et ce, aux États-Unis et en Europe, c'est assez similaire, sauf qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous aux États-Unis pour prendre leurs décisions, pour le coup, ça va beaucoup plus vite administrativement parlant, et bah derrière, c'est là le narratif en fait qui va reprendre ses droits. C'est pas ici le narratif qui va prendre ses droits. Voilà, je voulais vraiment vous prendre un petit peu de recul pour vous remettre en exergue. N'ayez pas raison trop tôt en réalité. Puisque aujourd'hui, ce qu'on sait, on ne le sait pas. Et ce qu'on joue, en réalité, on ne le sait pas non plus. Donc on est posé sur des supports de marché, attendant en fait des résolutions. Si on doit les briser, il y aura des news fondamentales qui l'accompagnera. Tout simplement. Mais généralement, des directionnels et des résolutions au niveau des ranges sont pris seulement sur des news fondamentales extrêmement fortes. Exemple, Terra Luna avec l'UST. Il y a d'ailleurs aussi une news fondamentale du 30 septembre par rapport à Binance, qui balance tout sur le BUSD. Est-ce qu'il y aura ou pas des mouvements de volatilité, notamment sur l'UST, l'USDT, pardon, sur le USD,
USDC, pardon, et d'autres tokens comme ça, TUSD, etc. Bonne question. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y aura plein de choses qui vont se passer avant. Et ça se passera très probablement très bien, malgré des pressions vendeuses qu'il y aura probablement sur les conversions, notamment sur Binance. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On finit juste sur Link très très rapidement et sur ADA. J'aurais à peu près, là, on en avait parlé très récemment en fait de Link. Vous pouvez le retrouver ici sur la table des rois, tout simplement. Vous allez là-dedans sur les fiches. C'est directement disponible. C'est pas en partenariat avec Bybit. En fait, j'ai un capital de 10 000 €. Je vous fais les exemples par rapport à la stratégie des 4 € là-dessus. Vous allez mettre Link juste là. Et vous allez retrouver, en fait, on en a parlé de 3,09 de Link. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Mais on peut faire un tour très, très rapide dessus. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas tout effacer, évidemment. Oui, c'est... En réalité, si on n'achète pas là, enfin, je sais pas où est-ce qu'on achète, mais c'est super intéressant. Moi, j'attends juste en fait une vraie structure parce que je connais pas l'avenir. Donc, malheureusement, malgré que je pense qu'on soit sur des bottoms de marché, et je l'ai vu tellement de fois sur ces 0,886 commencer à latéraliser, vous pouvez revenir dans le passé. Enfin, à chaque fois, c'est chirurgical. Ça travaille. Mais c'est long, et puis on bloque du capital, donc. Je préfère garder du fiat aujourd'hui parce que c'est plutôt bullish au niveau du dollar index. Donc autant garder de l'USDT jusqu'à preuve du contraire. Et puis après derrière, plutôt que de l'euro. Et éventuellement attendre des magnifiques structures en W-Weekly. Parce que le jour en réalité où le dollar perd de sa valeur, les cryptoactifs vont mécaniquement prendre de la valeur. Et je l'échangerai contre de l'euro qui aura repris de la valeur. Intéressant. Toujours pareil. C'est de l'arbitrage. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc attendre des belles structures. Mais pour Link, il n'y a aucun problème avec ça. Et le fondamental est extrêmement bon. ADA, ça fait longtemps par contre. On n'en avait pas parlé. Ensemble, avec grand plaisir de revenir sur ADA Cardano. On a une magnifique trainline qu'on avait posée il y a très très longtemps de cela. Ok. On n'est pas encore venu chercher... Ah, c'est un petit peu pareil que Dogecoin, par exemple, ADA Cardano. Donc, est-ce que ça va faire mal ou pas ETH va faire mal à ADA Cardano? Je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas en train de pricer la news. Mais s'il y a des soucis, entre guillemets, sur Ethereum 2.0, peut-être qu'il y aura beaucoup de capitaux qui viendront sur ADA Cardano. La question reste ouverte. Toujours pareil, on est en train de travailler des supports, on est en train de latéraliser. Je pense qu'au niveau de notre BV, c'est relativement croissant. Il n'y a aucun souci avec ça. On est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici, mais quand on voit des trucs comme ça avec un aplatissement total des volumes, c'est purement d'aller chercher les extrêmes. En réalité, les retours sur des gains sont très fréquents en réalité sur les marchés, et notamment les marchés des cryptoactifs. On va le mettre ici. Donc, si on suit GAN, un marché peut retracer de moitié de temps. En réalité, la semaine prochaine, donc le 12, la semaine du 12, peut-être que ADA Cardano sera aux alentours des 1,60. Ça, c'est le concept de GAN. Un marché peut retracer de moitié en moitié de temps, ni plus ni moins, puisque le plus bas se trouve juste ici, à 0,36 centimes de dollar. Non, ADA, pas de problème. Vous avez vos structures et votre dynamique interne qui est de nouveau bullish juste ici. Et ça me fait le parallèle par rapport à FET, parce qu'en réalité, ce qui nous attend sur ce type de truc, alors que Bitcoin est en train de tapoter en réalité ses pressés en lot, ça rebondit. Vous voyez, c'est des rebonds techniques parfaitement logiques. Donc on peut aller chercher plus bas. Je ne dis pas le contraire. Ça peut complètement craquer, le narratif n'est pas bon, et puis on s'est trompé, et puis on cherchera potentiellement plus bas. Si on veut faire de la chasse à liquidité, on ira la chercher. Mais si vous prenez FET, par exemple, USD, pour moi, pas de problème pour ADA, mais c'est juste une question de fondamentale en réalité. C'est plus une question technique parce que tous les voyants sont en vert au niveau de la technique, ou quasiment tous les voyants sont en vert au niveau de la technique. Attendez juste des belles structures, des W dans des W, avec une vraie accumulation de whales, et puis là, éventuellement, on peut se positionner pour prendre la force, quitte à acheter plus haut. Mais quand on parle d'acheter plus haut sur des cryptoactifs, c'est plus 25, plus 30 ou plus 35%. Ok? Ça, c'est super important. J'ai fait un investissement là-dedans, parce qu'on avait à peu près les mêmes structures de marché. Le fondamental est plutôt bon, en fait, je trouve, moi, sur notre ami FET. Faites le job, et puis ça est parti chercher une toute petite poche de liquidité juste en dessous. Puis derrière, on arrive à pousser du plus 37, plus 40%, parce que c'est très faiblement capitalisé. Les plus patients attendront quoi? Une magnifique structure, on avait déjà une magnifique structure juste ici, dans un W-Weekly, avec un peu petit W-Weekly, dans un énorme W-Weekly. Why not? C'est plutôt ça qu'on attendrait. J'ai fait un investissement là-dedans parce que j'aime beaucoup cette crypto et je voulais déjà en acheter depuis très très longtemps. Donc on me l'avait redemandé sur les commentaires. Je me suis dit oui, j'avais oublié d'en acheter. Alors j'en ai acheté là à l'aveugle parce que je voulais en acheter, parce que sinon j'en aurais acheté là-dedans. Et ça ne me dérangeait pas d'en acheter, mais beaucoup plus cher en réalité. Parce que même à 200 ou 300% de plus, ça ne me dérange pas d'en acheter. Je lisse mes prix vers le bas et puis derrière on va chercher des vrais objectifs de prix. Prenez l'objectif de prix par rapport à Link. On part du principe que les voyants sont de nouveau au vert. Peut-être pas maintenant, dans les 6 ou 8 prochains mois. C'est relativement simple en termes d'objectifs. Par rapport à des précédents bottoms de marché. On va chercher des tops de marché juste ici. On va chercher les précédentes structures.
et on vise, après avoir validé notre capital d'investissement, soit on prend des TP partiels ici dans une zone de rechargement de vente logique 618,56 qui ne sont pas exactement ici, puisque là c'est plutôt un Fibo d'extension. Donc vous pouvez très bien prendre ici vos 110% de façon obligatoire. Voilà, si vous achetez là, vous prenez obligatoirement. Si vous avez acheté là, à peu près comme moi, vous lissez à peu près votre prix, ce serait à peu près les 17,50. J'aurais très probablement juste ici pris mon 110% avant ces précédents high ici, tout simplement, dans une dynamique tendancielle baissière, parce que je ne connais pas l'avenir. Et le prochain TP que je prendrai moi, c'est un exit sur les 90 centimes de dollars, puis ici les 144 $, puis pour finir, un TP à 200 $ pour Link. Oui, je suis en train de dire que je pense que pendant le prochain cycle, d'ici à 2025, Link s'échangera aux alentours des 190 $. J'ai pas peur de le lire, ça me dérange pas du tout. J'ai pas peur de le dire. Je pense que cette crypto a un bon fondamental. La question est de savoir, est-ce que ça ira? J'en sais strictement rien. Mais si, entre guillemets, le narratif se met derrière Link parce que des super projets, ça bosse, ça recrute des stars, etc. Il y a le génie du développement des blockchains qui est parti chez Link, j'en sais rien, on peut imaginer ce que vous voulez. Les news accompagneront le mouvement, mais c'est pas complètement délirant. Je me revois dans plein de communautés, on était juste ici, on était en mars 2020, c'était juste là, le machin il y en a qui ont réussi à acheter du Link quand même à 0,01 centime de dollar, pas beaucoup mais quand même. Par rapport au truc ici, il est passé sous les 2 $ et j'ai un collègue qui en avait acheté pour 5 ou 10 000 euros, je crois. Et il m'a dit, c'est pas compliqué, c'est l'avenir, c'est un oracle pour les gouverner tous. Vous savez pas ce que c'est les oracles, ça va être incroyable. C'est obligatoire par rapport à l'interchain, etc. Donc il faut avoir des oracles et Link en réalité a un excellent fondamental, il y a des super mecs qui travaillent derrière. Et en fait, je dis, c'est un peu haut, non? On est un petit peu haut dans l'histoire. Et en réalité, on n'était pas si haut que ça. Et si vous reprenez par rapport à tout ce qu'on avait vu précédemment, vis-à-vis du narratif, donc juste ici, on était dans une énorme phase de réaccumulation. Juste là, on a fait le W trimestriel ou weekly, mais qui était un énorme W. Et puis on dit, non, on va peut-être en racheter aux alentours des 30 centimes. Moi, je rachèterais du Link à 30 centimes. Et lui, on a acheté un gros paquet à 1 $, quoi. Ou 1,50 $. Et vous aviez quoi? Toujours la même chose. On est actuellement dans un enfoncement d'absurdité. On était proche d'un enfoncement d'absurdité de survente ici. Vous aviez une magnifique structure ici. Les structures avaient été données. Et puis derrière, why not? Capitulation, ça bouge pas. On vient juste pinguer les précédents lots juste là. D'ailleurs, on prend la poche de liquidité. Et puis Link, vous connaissez la suite, quoi. C'est parti et c'est jamais revenu. Voilà. Vous connaissez à peu près l'histoire. Tout simplement. Et ça continue, ça continue. Alors oui, il y avait un bon move au niveau des cryptoactifs, et ça faisait très très longtemps qu'on était en train de réaccumuler. Parce que ceci doit être digéré en réalité. Cette accumulation doit partir. Mais quand on arrive ici, on a l'impression que ça y est, c'est déjà terminé. Non, ici vous prenez vos profits, et maintenant c'est du gratos. Et en réalité, tout ça, c'est du gratuit. Tout ça. Et ça part très très haut. Et vous ne pouvez plus rentrer là-dedans. Sauf en suivi de tendance. Donc, je n'ai vraiment pas peur de le dire par rapport au cycle d'adoption et toujours très bête et discipliné chez Hermès, ceci nous attend demain. Ceci nous attend demain. Voilà, je voulais tellement du Link que j'en ai acheté ici sur l'énorme capitulation. Je me suis dit, c'est sûr que j'en achète, quoi. Et là, je pensais que ça repartait, to the moon, et que Bitcoin repartait to the moon. Non, je me suis trompé. Dès lors, on met pas all-in. Bien évidemment, investissement 2, et on attendra une magnifique structure. Donc si vous n'êtes pas dans Link et vous voulez acheter du Link, vous achetez beaucoup moins cher que moi. Mais je pense que ce type de choses, la valeur se déplace totalement. On est passé... Hop, je vais juste éteindre ça. Voilà. On est passé d'une valeur, entre guillemets, de early, les premiers mecs, à, ok, des mecs plus smart money qui sont rentrés dans le game parce qu'ils sentaient qu'il y avait un truc. Ces gens-là peuvent pousser le prix. Ils prennent des profits, ils rachètent tout. Ils rachètent là-dedans, quoi. Ou ils rachètent potentiellement là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont en discount. Discount, on est 50% en dessous du prix par rapport au top. 50% en dessous, donc plutôt en discount. Dès lors, on commence à réaccumuler. Mais on ne met pas all-in sur un truc comme ça. On lisse tout doucement nos achats, et puis là, on continue à réaccumuler jusqu'à temps que les gens ne vendent plus. Et il était là en réalité la question sur Bitcoin. Est-ce que vous vendez vos Bitcoins si ça tombe à 15 000? Non, parce qu'en fait, psychologiquement, on est tellement bas. Déjà, quand on arrive sur un 0,886, on ne vend plus, quoi. Si vous n'avez pas vendu avant vos Links, vous ne les vendez plus. Donc, vous stoppez, entre guillemets, l'hémorragie. Il n'y a plus de vendeurs. S'il n'y a plus de vendeurs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des acheteurs. Des acheteurs qui récupèrent tous les petits tokens dans une forme de dépression, en réalité. Dans une forme de dépression.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a plus suffisamment d'offres et trop de demandes, et ça va, la hype va revenir, et en fait Link a fait des super partenariats avec je sais pas quelle blockchain, etc. Et puis votre truc qui part comme ça. Parce qu'il n'y a plus de jetons. Il n'y en a plus à vendre. Tout simplement. Les seuls qui veulent vendre potentiellement, c'est ceux qui veulent sortir très très vite. Mais les gros savent. Et les très très gros qui ont 99% des tokens savent et ont le temps de l'envoyer très très haut là-bas. Parce que eux ne sont pas all-in. Eux ont mis 1, 2 ou peut-être 5% de leur capital d'investissement. Tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sur Discord par rapport à des mouvements potentiels de volatilité vis-à-vis du discours de la BCE. Ciao.